La musique, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire, tout le monde en écoute, tout le monde a déjà ressenti des émotions devant un son. La musique a toujours été là dans notre histoire. Il y a même des fois où elle a réussi à briser des barrières culturelles. Elle a créé des idoles, des stars adulées par des millions, voire des milliards de fans. Et pourtant, vous savez comment ça marche vraiment, la musique ? Comment des sons, littéralement des vibrations de l'air captées par nos tympans, peuvent avoir une influence aussi grande sur le monde ? Et bah, c'est ce qu'on va voir. Entre chimie, neurologie, maladie d'Alzheimer et un danger majeur qui se cache derrière chacune de vos écoutes de musique, aujourd'hui, on part à la découverte de la science fascinante de la musique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment fonctionne la musique ? Je veux dire, comment quelques simples notes peuvent créer ce sentiment de joie et de bien-être chez nous ? Et bah, c'est compliqué. La musique a un effet étonnant sur le cerveau, et si on pourrait penser que tout est une question de dopamine, c'est un peu plus complexe que ça. Des études de ce genre révèlent que les sensations éprouvées lors de l'écoute d'une musique seraient liées au système opioïde du cerveau. Ce système joue un rôle très important dans la régulation du plaisir au quotidien, dans l'alimentation, dans le soulagement des douleurs ou dans la consommation de drogue. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont fait écouter à des participants plusieurs morceaux de musique qu'ils aimaient particulièrement. Ils ont ensuite observé les modifications physiologiques qui se produisaient chez les patients. Résultat, une augmentation du rythme cardiaque, une dilatation des pupilles et une forte activation des circuits opioïdes. Dans ce contexte, c'est des symptômes synonymes de plaisir, qu'on retrouve également lorsqu'on tombe amoureux. Et tout ça, c'est sans compter la dopamine, une hormone liée à l'anticipation et à la motivation, qui vient s'ajouter à cette sensation d'euphorie, en créant une attente. Par exemple, je suis sûr que t'as déjà ressenti cette sensation. T'écoutes ta chanson préférée, quand tout à coup, la meilleure partie du son arrive. Tu souris par avance parce que tu sais exactement ce qui va se passer ensuite. Ce solo de guitare, cet enchaînement de punchline, ce saxophone ou encore cette mélodie de piano. Alors tu te concentres, tu fermes les yeux et t'apprécies ce moment. Cette sensation, c'est grâce à la dopamine que tu la ressens. Mais c'est loin d'être les seules réactions du cerveau quand on écoute de la musique. Pour voir ça, rendez-vous aux États-Unis. Ça, c'est la Southern Connecticut State University, où se trouvent des personnes qui vont particulièrement nous intéresser, des joueuses de basket. Et ces joueuses, elles s'apprêtent à commencer leur séance, une course d'intensité à environ 90% de leur fréquence cardiaque maximale, un effort long et douloureux. L'expérience est simple, on a voulu tester leur performance pendant cette course, avec et sans musique. Les résultats, celles qui écoutaient de la musique rythmée pendant l'effort, ont couru en moyenne 5 minutes de plus que les autres. Et même si ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, ils nous montrent une chose étonnante. La musique est littéralement capable de réduire notre perception de la douleur. Elle fait oublier l'état de fatigue, ce qui retarde le moment de la course, on a la volonté de ralentir. Une musique avec des BPM élevés peut également motiver et faire augmenter la vitesse des athlètes. C'est une sorte de shoot de motivation qui peut faire partie de la routine de beaucoup de sportifs. Par exemple, l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, Michael Phelps, disait qu'avant chaque nage au JO de Pékin, il écoutait toujours la même chanson, I'm Me de Lil Wayne. Une musique qui l'aidait à rentrer dans un état de concentration et qui l'accompagnait en quelque sorte durant chacune de ses performances. La liste des bénéfices procurés par la musique est encore longue. Mais avec tout ça, on n'a toujours pas répondu à une question. C'est quoi le rapport entre la musique et les malades d'Alzheimer ? Pour comprendre ce lien, il faut se plonger au cœur des EHPAD et des maisons de retraite qui accueillent nos aînés. Dans les institutions et les services qui accueillent les malades d'Alzheimer, certains soignants constatent un phénomène étrange. Il arrive que certains patients chantent avec une énergie étonnante des chansons apprises durant leur jeunesse, alors qu'ils ne se souviennent même plus de leur prénom. Mais alors, comment c'est possible ? Est-ce que la musique aurait une sorte de pouvoir qui fait qu'elle reste ancrée dans notre mémoire ? La question est pas si ridicule que ça, parce que dans le même genre, on constate que des patients atteints de la maladie de Parkinson parviennent à mieux se déplacer lorsqu'ils synchronisent leur marche sur un tempo musical. Mais pourquoi ? Avec l'aide des IRM, on découvre que notre cerveau interprète la musique à une vitesse d'environ 250 millièmes de seconde. C'est ridiculement court. Et pourtant, avec ce laps de temps, notre encéphale se met en ébullition. Le son est d'abord traité par le système auditif. Ensuite, plusieurs zones cérébrales s'activent. Elles sont impliquées dans la mémoire, les émotions, le langage et même la motricité.
Et tout ça, c'est automatique et involontaire. La musique serait stockée dans ce qu'on pourrait appeler une mémoire implicite. C'est ce qui fait que parfois, on arrive à reconnaître un son juste parce qu'on y a déjà été exposé involontairement, dans la rue ou dans un magasin. Ce phénomène explique aussi pourquoi, bien avant leur naissance, les bébés sont capables de mémoriser et de reconnaître les musiques. C'est ça le pouvoir de la musique. Elle semble transcender notre mémoire consciente, littéralement. Dans les années 90, on a réalisé les premières IRM du cerveau exposées à la musique. Et grâce à ces IRM, on a identifié les réseaux du cerveau impliqués dans la perception et la mémoire musicale. Les résultats, cette mémoire se situe d'une part dans l'hémisphère gauche du cerveau, où elle est reliée à la mémoire des mots, tandis que l'hémisphère droit assure une analyse perceptive, la manière dont on reconnaît une mélodie. Le fait que cette mémoire se situe dans les deux hémisphères est un énorme avantage. Lorsque l'hémisphère gauche qui s'occupe du langage est endommagé, la partie droite du cerveau peut toujours fonctionner. Le malade peut donc toujours percevoir et mémoriser une musique sans être capable de la nommer. Pour revenir à nos malades d'Alzheimer, c'est ce qui semble se produire chez eux. De nombreux travaux ont montré que des patients, à la base incapables de mémoriser une nouvelle information, réussissaient à apprendre une nouvelle chanson en parfois moins de 8 semaines. Certains d'entre eux pouvaient même chantonner les mélodies jusqu'à 4 mois après la dernière exposition à la musique. Ça paraît pas incroyable, mais pour des personnes atteintes de formes modérées, voire graves d'Alzheimer, c'est presque un exploit. Et ça montre bien que la musique peut s'intégrer durablement dans notre cerveau, même s'il est partiellement endommagé. Et je pense aussi que pour les malades d'Alzheimer, ces chansons fonctionnent un peu comme une Madeleine de Proust. Elle parvient à réveiller la mémoire et tous les événements associés à ces sons. Ça va même plus loin. La musique peut devenir une véritable thérapie. Dans des cas de liaison cérébrale par exemple, la sollicitation des zones du cerveau impliquées dans le traitement de la musique a des effets positifs sur les aptitudes cognitives du patient, comme la mémoire, l'attention ou le trouble du langage. Ça contribuerait même à la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter aux lésions et aux expériences qu'il subit. Et c'est pas fini. Plusieurs études ont aussi montré que la pratique répétée et longue d'une activité musicale pourrait être corrélée avec un risque inférieur de développer une maladie neurodégénérative. Et si vous pensiez qu'elle n'était efficace que sur les malades, vous vous trompez. Chez les musiciens par exemple, on constate des mutations anatomiques de leur cerveau. La répétition de stimuli favorise les échanges entre les deux hémisphères, ce qui augmente le nombre de connexions neuronales et modifie la structure même du cerveau. Les corps calleux, le réseau de fibres qui relie les deux hémisphères, est beaucoup plus dense chez les musiciens. Leurs connexions neuronales se sont grandement développées, et ça, c'est grâce à ces simples notes. Et ce phénomène peut se constater à tous les âges. On l'a compris, la musique a un nombre étonnant de bénéfices cachés. Et tout ce que j'ai pu vous présenter, c'est même pas l'ensemble des bienfaits réels de la musique. Diminution des comportements agressifs et de l'hyperactivité chez les enfants, réduction des douleurs chez les personnes en soins palliatifs, protection contre les troubles de l'apprentissage et même aide contre les addictions. Bref, la musique, c'est génial. Et c'est pour ça que les spécialistes recommandent fortement d'écouter ou de pratiquer de la musique. Et justement, on va se concentrer un peu plus sur cette première option, parce que j'aimerais vous introduire un problème. On est tous d'accord pour dire qu'écouter de la musique, c'est plaisant. En fait, c'est tellement agréable que nous, les Français, on en écoute en moyenne 18 heures par semaine, un chiffre en hausse de 4h30 depuis 2020. Si vous trouvez ça impressionnant, c'est rien par rapport aux jeunes de 16-24 ans, qui eux sont plutôt à 21 heures d'écoute hebdomadaire, soit environ 3 heures par jour. Et c'est là que ça peut devenir problématique. Parce que si jusqu'à maintenant je vous ai présenté seulement les aspects positifs de la musique, je pense que c'est le moment de nuancer un peu tout ça. Si vous voyez pas encore où je veux en venir, je vous laisse écouter ce son. C'est désagréable, hein. Ce que vous venez d'entendre, vous l'avez deviné, c'est des acouphènes, des petits bourdonnements très énervants qu'on entend dans nos oreilles. Et qu'on soit bien clair, hein, parce que tout le monde a déjà eu des acouphènes. Par exemple, au cours d'un de ces petits moments tranquilles où on profite du silence, quand tout à coup... Bon, ça, même si c'est assez énervant, c'est pas très grave. Là où ça devient plus problématique, c'est quand ces bourdonnements deviennent fréquents, voire persistants. Certaines personnes entendent ces bourdonnements 24 heures sur 24. Ils sont constamment en proie à ce petit son insupportable. En fait, c'est simple, ils ne sont jamais vraiment en silence. En fait, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est que la première semaine où j'ai des acouphènes, je me suis dit, je pense sincèrement que je n'arriverai pas à vivre toute ma vie avec ça.
Et là, vous vous dites peut-être que ça vous concerne pas, que pour avoir des acouphènes, faut vraiment écouter de la musique en permanence. Et pas vraiment. En fait, la musique devient dangereuse à partir de 85 décibels. Pour vous donner une idée, un téléphone réglé au volume max, c'est 100 décibels. Un concert, le passage d'une ambulance ou d'une boîte de nuit, ça représente 105 décibels. À ce seuil-là, vous ne disposez que de 15 minutes avant de potentiellement endommager vos oreilles. À 85 décibels, le risque il existe surtout en cas d'exposition prolongée. À partir de 8 heures d'écoute, ça devient dangereux pour vos tympans. Un chiffre qui peut sembler énorme, mais qui l'est pas vraiment au vu de la moyenne française. Si vous ne suivez pas ces recommandations, par exemple en ignorant constamment la notification baisser le volume sur votre téléphone, vous vous exposez à un risque d'acouphène permanent, voire de surdité. Mais alors, dans un monde où la musique et le bruit extérieur sont omniprésents, comment se protéger? En réalité, il existe plusieurs solutions. Faut privilégier une écoute sans casque, baisser généreusement le volume de vos écouteurs et s'éloigner des sources de bruit. Mais j'ai 2 conseils particulièrement importants. Déjà, faut s'accorder des pauses auditives. Après une longue session de musique, par exemple, faites des pauses de 30 minutes dans un endroit plus calme. Et si vous êtes dans un milieu trop bruyant, essayez de porter un casque anti-bruit. Vous aurez peut-être l'air spécial, mais au moins, vous protégez vos oreilles. La musique, c'est quelque chose de fascinant. J'ai toujours trouvé ça incroyable comment un enchaînement de sons, de notes de solfège, pouvait provoquer en nous des émotions aussi fortes. On l'a vu tout au long de la vidéo, mais écouter ou faire de la musique, c'est bien plus qu'une manière de se divertir. La musique utilisée à bon escient peut aider à améliorer la prise en charge des maladies ou à faire oublier la douleur. Elle restructure notre cerveau, booste nos performances sportives et crée un cocktail chimique qui nous rend plus heureux. La musique, c'est un magnifique remède contre la morosité du quotidien. Elle permet de s'évader, de s'envoler loin des soucis du monde réel et du bruit de la ville. Mais si on abuse de ce remède, il peut se transformer en poison, capable de détruire nos oreilles. Alors essayons de profiter de la musique, mais d'en écouter avec parcimonie, pour que jusqu'à nos vieux jours, ces douces mélodies puissent encore résonner dans nos tympans.